la première fois c'est celle-ci et que les autres choses presque ne compteraient pas. Alors que si. C'est presque des étapes en fait. Ouais. On arrive, c'est le premier bisou, le premier date, Ouais. le premier rencard, première fois qu'on se voit avec d'autres personnes et la première relation sexuelle, c'est un peu tout ça en fait. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange, chose étrange. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Hello tout le monde, ravi de repartir pour un nouvel épisode de La Chose Étrange. Je dis repartir parce qu'on a fait une petite pause dans les enregistrements. Ceux et celles qui nous écoutent ne le savent pas, mais je le dévoile là. Et en plus, on est dans un studio qui a été un peu homestagé, donc on a presque l'impression d'avoir un nouveau studio qu'on a un petit peu décoré nous-mêmes. Ça nous fait plaisir. J'ai glissé en arrière-plan, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, des recos de bouquins super à ne pas hésiter à regarder. Et en plus, aujourd'hui, on a, comme toujours, une super thématique. Il y a peu de moments dans nos vies qui symbolisent autant un espèce de rite de passage universel. Là, c'est même un rite de passage presque de la vie ado à la vie adulte, dont on parle beaucoup avant, notamment dans la cour du lycée ou du collège pour certains, dont on parle donc beaucoup avant, dont on parle beaucoup après aussi, et j'ai nommé la première fois. Et la première fois, non seulement on en parle beaucoup, mais ça draine aussi beaucoup d'émotions. De la honte, du questionnement, de la fierté pour certains et certaines, une fois que c'est fait. En tout cas, des expériences très différentes selon notre contexte, notre genre, notre âge. Et c'est un peu de tout ça dont j'ai envie qu'on parle ce soir. Et j'ai avec moi 4 personnes. Kylian, Damien et Jeanne, et Louise, ma co-anime du jour. Ma co-anime qui vient de l'association En Avant Toutes, qui est une association féministe qui lutte contre les violences surtout, notamment, et qui le fait beaucoup auprès des jeunes. Donc vous avez pas mal d'actions, mais notamment dans le milieu scolaire, vous faites pas mal d'interventions. Et vous avez aussi 2 plateformes dont je parle souvent d'ailleurs pendant les épisodes, qui sont Comment on s'aime et Première fois. Peut-être que tu veux nous parler de ces plateformes et de ce que vous faites. La différence d'ailleurs entre Comment on s'aime et Première fois avant de commencer l'épisode. Avec plaisir. Donc chez En Avant Toutes, notre façon de faire, c'est justement de parler du couple, de parler de l'amour, de parler des relations saines, et tout ça chez les jeunes. Quand on parle de ces questions chez les jeunes, nécessairement, la question de la première fois, elle se pose. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé ces espaces, ces plateformes pour aider les jeunes qui se posent des questions à venir se renseigner en toute bienveillance et avec vraiment aussi toute l'émotion que ça suppose. Nous, on traite aussi de sujets graves, on traite des violences sexuelles, des violences dans la famille, des violences dans le couple, mais on le fait toujours avec ce ton justement très proche du vécu des gens. Et avec aussi, quand c'est nécessaire, un côté un petit peu dédramatisant, déculpabilisant, parce que finalement, c'est comme ça aussi que parfois c'est vécu par les jeunes. Donc sur Comment on s'aime et sur Première fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un chat qui permet de venir parler, de venir se confier si jamais on se pose des questions sur sa relation. Justement, si on s'est demandé est-ce que ma première fois c'était bien ou pas, si on a un petit doute, on peut venir poser la question sur Comment on s'aime ou sur Première fois. C'est des espaces qui sont aussi anonymes et gratuits. Et donc la différence entre les deux, c'est que Comment on s'aime, c'est notre premier site. C'est celui qu'on a créé pour les 16-25 ans. En vrai, tout le monde veut y aller, mais c'est pensé comme ça pour les 16-25 ans. Et Première fois, c'est la petite sœur de Comment on s'aime. C'est pour les 10-14. Donc ça va être plutôt sur le collège, sur toutes ces questions-là. Donc ça peut sembler un peu marrant parce que la première fois, souvent, c'est un petit peu plus tard. Mais c'est aussi ce qui va interpeller les jeunes. Voilà, de la première fois à la cantine, à la première, au premier bisou, au premier copain, et puis après à la ce que j'allais dire, la puberté, elle draine pas mal de premières fois aussi. C'est clair, les premières règles, tu vois. Carrément. Trop bien. Vous connaissiez ou pas cette plateforme ? Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Maintenant, vous connaissez. Il faudra aller jeter un œil. Du coup, peut-être, j'ai envie de vous laisser vous présenter, peut-être dire votre prénom, votre âge, et puis votre pronom si vous avez envie de le spécifier. Et puis pour vous lancer un peu dans la discussion, j'aimerais bien que vous me parliez, vous nous disiez quel était votre premier élan amoureux, si vous arrivez à vous en souvenir. Quelle était la première fois où vous avez ressenti un élan amoureux ? Qui veut commencer ? Ok, du coup je m'appelle Kylian, j'ai 19 ans et mon premier élan amoureux, je dirais que c'était il y a 2 ans avec mon ex-copain. J'avais déjà eu des relations avec des garçons mais ça avait toujours duré 1 ou 2 mois. Lui il est arrivé,
Vous savez, l'amour qu'on n'attend pas, on se lève le matin, il arrive comme ça. Les papillons dans le ventre, moi j'entendais ça à la télé et je les ai eus en vrai. Et je me disais, ouf, quand il met 1 minute de remis en mode mince, qu'est-ce qu'il fait et tout. Et bah c'était ça pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, j'ai jamais lâché cet élan amoureux. Je me levais tous les matins avec le même amour. Bon, ça c'est fini. Mais ouais, c'était lui, mon premier élan amoureux, mon grand amour d'ailleurs. Et la première fois dont je suis tombé amoureux surtout. Ok, ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est vraiment carrément le premier grand amour. Ouais, le grand amour, c'est le premier. Et j'avais 17 ans. Ok, trop bien. Merci, Kylian. Du coup, moi, c'est Damien. J'ai 20 ans. Et mon premier élan amoureux, toi, Jeanne, tu le sais, c'était en terminale. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était vraiment le premier amour. Les papillons dans le ventre, les messages, c'était vraiment la même chose en fait. Et encore une fois, c'était avec un garçon, même si j'ai eu des relations d'avant avec des filles, mais là, le premier amour est celui qu'on n'oublie pas. Ok, trop bien. Et t'as quel âge ? 20 ans. Enfin, moi, c'est Jeanne, j'ai 20 ans aussi. Et je pense que la première fois que j'ai vraiment eu des papillons dans le ventre, en tout cas vraiment des sentiments amoureux, je pense que c'était quand j'avais 16 ans. J'étais encore au lycée et c'était vraiment la toute première fois où vraiment j'avais ressenti quelque chose pour quelqu'un, puisque avant j'étais pas vraiment intéressée par tout ça en fait. Ok, c'est marrant, vous êtes allés tous les trois sur des trucs plutôt dans le sentiment amoureux, presque le grand amour, tu vois. Moi, je pense que instinctivement, quand je me suis posé la question, je suis remontée vachement plus loin, tu vois. Je suis allée carrément en primaire, ces premiers moments où tu regardes un garçon ou une fille et tu commences à te dire est-ce que tu sais pas si tu veux être copain-copine, mais tu sens qu'il y a quand même un truc un peu spécial. Donc, tu vois, moi, j'ai l'impression que ça remonte même vachement plus loin. Mais c'est très cool, c'est très cool. Et du coup, avant même, parce que là, on dit la première fois, en vrai, l'épisode, il s'appelle plutôt les premières fois, parce que c'est aussi ce qu'on va aller creuser, tout ce qui se passe dans les premières fois. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on commence par définir un peu ce que c'est la première fois. Qu'est-ce qu'on entend par la première fois ? Parce que c'est quand même hyper, généralement, on y met beaucoup de poids, il y a un truc assez d'enjeu, exactement. Donc vous, quand je vous dis la première fois, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme la première fois, ou qu'est-ce que vous mettiez en tout cas au lycée avant de faire cette première fois, si tant est que vous aviez fait votre première fois? Je pense que je vais commencer parce que moi, ma vision de la première fois, je pense qu'elle est extrêmement différente. La première fois, elle a commencé très tôt déjà, donc j'avais pas de stress là-dessus. Arrivé au collège, lycée, je l'avais déjà fait, quoi. Donc pour moi, la première fois, c'était celle où je me sentais vraiment bien et en osmose avec la personne. C'était presque comme une fusion, en fait. Pour moi, c'était vraiment... c'était la première fois parce que c'est celle où j'ai vraiment senti quelque chose. Ok. Et du coup, c'était avec mon premier amour que j'ai eu ça. Ok. C'est pour ça aussi que j'ai parlé de ça, parce que je me suis dit, première fois, c'était vraiment avec lui. Et du coup, les autres choses avant, c'était plutôt des tests. Ok, c'est intéressant. Ça veut dire quoi, les autres choses avant ? Les autres relations que j'ai pu avoir, les autres fois où j'ai pu avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, que j'ai pu embrasser une personne, c'était bien, mais sans plus, quoi. C'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que je trouve qu'il y a le côté... moi, quand tu me dis première fois, je pense premier rapport sexuel. Et par premier rapport sexuel, tout de suite, l'image mentale qui vient, c'est celle du pénis et du vagin, ensemble. Et de ce que j'entends dans mon expérience de travail, c'est que beaucoup de jeunes identifient ça comme ça. Et c'est ce qui va émailler un petit peu aussi toutes les représentations. Et je vous parle de jeunes, même au collège. Et en fait, parfois, c'est pour ça que je trouve ta réponse, elle est particulièrement belle, parce que j'ai l'impression que tu englobes aussi énormément d'autres actes sexuels, sentimentaux, etc., qui sont aussi des premières fois et qui ne sont pas toujours vus comme tels. Et du coup, ça crée, donc chez les jeunes que moi je rencontre, parfois un petit peu l'idée que la première fois, c'est celle-ci, et que les autres choses presque ne compteraient pas. Alors que si. C'est presque des étapes, en fait. Ouais. On arrive, c'est le premier bisou, le premier date, le premier rencard, première fois qu'on se voit avec d'autres personnes, et la première relation sexuelle, c'est un peu tout ça, en fait. J'avais lu un livre quand j'étais ado, je ne sais pas si tu as lu ça aussi, Kitri. C'était le journal intime de Georgia Nicholson. Non, ça me dit rien. Non. Donc c'était des histoires de jeunes filles qui parlaient de leur vie, et en fait, elle faisait une liste des étapes. Donc il y avait on se tient la main... et il y avait des trucs genre 6,5, 6 1/4, etc. Et c'était jusqu'à la totale.
qui était en fait ce fameux rapport sexuel dont je parlais. C'est très intéressant. Trop bien. Et qu'est-ce que vous mettez, vous, alors, dans la première fois? Est-ce que vous allez plutôt... Moi, la première fois, c'est peut-être la première fois où je me suis vraiment projetée avec quelqu'un et que j'ai vraiment voulu un engagement en fait dans une relation, parce que j'ai eu beaucoup de mal à me dire que... à faire le premier pas en fait dans une relation et me dire ça sera pour toujours. Et ça ne fut pas le cas. Et c'était pas mon premier amour cette fois-ci, c'était la première personne avec qui vraiment je me projetais et avec qui je passais en fait une étape, comme vous disiez tout à l'heure. Et donc je le verrais pas comme une relation sexuelle ou juste une relation même contact, mais plus comme psychologique en fait. Ouais, toi tu penses à ton premier engagement en fait, Ouais. engagement émotionnel peut-être, ou Oui, voilà. il y avait un truc où tu te disais t'étais bien avec cette personne-là et que t'avais envie de tester Ouais, voilà, c'est la ça. suite, quoi. Ouais. Trop bien. Moi, ça rejoint un peu Jeanne et Damien. Avant de vraiment m'assumer pleinement en tant que personne gay, je sortais avec des filles. Donc j'ai fait des premières fois, pas forcément pénétration, mais ça va être des premières fois, le premier bisou avec une fille, premier tout ça, sans vraiment jamais rien ressentir, parce qu'au fond de moi, je savais que c'était pas pour moi. Et je pense que la première fois où vraiment j'ai ressenti quelque chose, même si c'était pas mon premier amour, que c'était juste un garçon de passage, et bien là, je me suis dit, ok, ça c'est pour moi, et là j'aime bien, et là j'ai ressenti quelque chose. Et pareil, mon premier rapport où vraiment je me suis senti vraiment bien, c'est avec ce fameux garçon d'il y a 2 ans. Et pourtant, avant lui, j'avais pas mal de relations sexuelles ou autres. Et c'est là que je me suis dit, ok, là c'est ma première fois où je le fais avec des sentiments, où je suis amoureux, et j'ai vraiment l'impression d'être dans une bulle, personne autour. J'en oublie même le matelas, il y a vraiment que nous deux, on vole. Et puis voilà, ouais, ça je m'en souviens. Ou alors la première fois où on va avoir peur aussi, toutes les émotions par lesquelles on va passer pour la première fois. Quand on est petit et qu'on ramène notre première heure de colle et qu'on a la pression de rentrer à la maison parce que maman est déjà au courant. Toutes ces premières fois-là où on a peur, ou les peurs un peu plus graves, ou quand on se sent vibrer pour la première fois pour n'importe quelle émotion, ça je m'en souviens à chaque fois de chaque émotion qui m'a fait vibrer pour la première fois. C'est ouf ce que tu dis. Est-ce que vous trouvez tous les trois qu'il y a vous avez ressenti une différence entre ce que vous projetiez de ce que ça allait être cette première fois et en fait ce que ça a été vraiment? Complètement. Ouais. Complètement. Quand on est jeune, on... Damien, il est mort de rire, je sais pas si... Tu penses à moi ou pas là? Ah, on apprend des trucs. Je pense pas à toi, non. Non, mais je suis en train de me dire... la première fois, je pensais pas du tout que ça allait se passer, donc j'ai même pas réfléchi, j'ai même pas eu le temps de savoir que j'étais dedans. Moi, c'est à peu près la même chose que Damien. Ah ouais? Et je trouve qu'en fait, avec mes amis, souvent on en parlait, parce que moi j'étais entourée de filles justement qui avaient fait leur première fois. Et souvent, entre ce que j'ai vécu et ce que j'entendais, c'était vraiment une différence énorme. Ah ouais? Ouais, j'ai pas du tout vécu la même chose, et en fait, limite, j'avais plus peur avant qu'après quand ça s'est passé en fait. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu entendais et du coup comment tu l'as vécu, qu'on comprenne? Souvent, mes amis en fait mettaient plus la pression sur les filles, par exemple, lors d'une relation. Et alors qu'en fait, je me suis rendu compte que ça venait déjà des deux côtés. C'était autant une pression pour les garçons que pour les filles. Et puis surtout que c'est avant tout, en fait, on oublie que lorsqu'on est dans une relation, il y a moi, il y a toi, et il y a aussi l'entité de nous. Et souvent, on l'oublie. Et en fait, une relation avec une personne, c'est pas en fait un schéma. Et moi, j'avais l'impression surtout que c'était un schéma, en fait, comme voilà les étapes. Il va me prendre la main, il va faire ci, il va faire ça. Alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. C'était surtout, en fait, une discussion, un langage. Et en fait, j'ai vu au cours du coup de ma vie que c'était pas du tout la même chose avec une personne et que je pouvais très bien être une mauvaise personne pour quelqu'un, mais en fait, la meilleure nuit pour une autre. Et que ça dépendait vraiment, en fait, du langage, en tout cas, qu'on avait. C'est trop beau que tu parles de langage, parce que c'est effectivement, ça renvoie forcément à un truc de communication, parce que tu dis, en fait, c'est comme s'il y avait un script qui était écrit, donc on me dit c'est ça, et je m'aperçois que quand, probablement, avec certains, j'ai un autre langage, donc j'ai un autre script, donc j'ai un autre scénario, etc. Donc c'est super intéressant, parce que c'est quand même vachement clé, ce que tu dis là. Et quand tu dis plus de pression, que tu avais l'impression qu'il y avait plus de pression sur les filles, est-ce que tu veux préciser? Alors oui, c'est que en fait j'avais une amie qui aimait bien souvent raconter un peu ses anecdotes et souvent en fait c'était on lui demandait de faire des choses et si elle faisait pas ces choses-là, c'était pas vu comme un bon moment et moi j'avais pas du tout envie de faire ce qu'elle faisait
Et donc c'était un peu une pression pour moi parce que je me disais, si je fais pas ça, ça veut dire que ça sera un mauvais moment, que je suis nulle, que je sais pas faire ou que je suis une incapable. Alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. Ce que tu dis là, c'est extrêmement, extrêmement important. Nous, on a beaucoup de gens qui viennent justement sur notre chat en nous disant, en nous posant justement ces questions. Est-ce que je dois faire cette étape, cette étape, cette étape ? Et j'ai le souvenir d'une jeune fille qui venait, qui avait 16 ans, sur le chat, et qui a dit est-ce que c'est vrai que tous les matins, on doit faire une pipe à son copain ? Et du coup, on a dit non. Moi, mon copain, il me dit qu'il faut faire ça, et comme j'en ai jamais parlé à personne, je savais pas que c'était forcé. Et donc c'est pour ça aussi que c'est important d'ouvrir la parole sur ces sujets et de pas forcément suivre comment t'as dit, le schéma, le script. Le script. Les étapes. Ouais, ça me choque un peu parce que pour moi c'est pas un script, c'est vraiment à chaque fois c'est une sorte d'improvisation en Bien fait. sûr. Ouais, mais ça, est-ce que tu le dis pas maintenant, avec un peu l'expérience que tu as eue ? Est-ce que, tu vois, le Damien peu importe, de 14 ans, qu'est-ce qu'il pensait être la première fois ? Et tu vois, est-ce qu'il n'avait pas aussi cette pression potentielle en fait, c'est comme ça que ça va se passer, tu vois ? Le Damien du début, il pensait que c'était comme dans les pornos de base. Ouais, donc, voilà, on y est. Je pense que c'est toujours le même problème maintenant pour les jeunes, enfin les plus jeunes du coup. Mais maintenant, non, c'est improvisation, il n'y a pas besoin de faire ci, faire ça, puis on continue sur ça, et on doit forcément finir sur ça. Et puis, il y a tellement de choses possibles qu'au final, à chaque fois, c'est jamais pareil. Donc, déjà, la personne change, les envies changent, les pratiques changent. Même s'il y a certaines pratiques que je ne ferai jamais, c'est toujours un renouveau, en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est pas beau, mais que c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Et du coup, le Damien qui pensait qu'il fallait faire comme le porno et qui a fait sa première fois, ça fait quoi comme choc des cultures, j'ai envie de dire ? Ça donne quoi ? Ça donne... En soi, tu sais pas trop comment faire, comment t'y prendre, donc ça donne peut-être une ligne directrice, mais après, tu te rends compte que tu peux faire autrement, la façon dont tu apprécies la chose. S'il y a des choses que tu n'aimes pas, tu peux ne pas les faire. Mais il faut d'abord en discuter avec la personne sur les envies que chacun a. Et comme ça, au moins, on est tous les deux sur le même... sur le même rapport de force, mais c'est pas un rapport de force, on est sur la même ligne. Et puis dans les pornos, surtout, généralement, les deux, on va les voir jouir, les deux vont faire quelque chose... Généralement, en tout cas, moi, c'est mon ressenti, pour en avoir regardé encore, à chaque fois, c'est brutal, c'est jamais un moment doux, alors que dans la vraie vie... moi, je me rappelle de certains rapports, c'est doux et ça rejoint le langage. Il y a un certain langage, alors que dans le porno, c'est très schématisé. Moi, je prends l'exemple de mon frère, il a 14 ans, je le vois déjà, et des fois, il m'en parle, et il me dit, est-ce que je dois faire comme le garçon là avec la fille ? Est-ce que je dois faire pareil ? Est-ce que moi, je dois faire ça ? Et ça rejoint le fait d'avoir de la communication avant, après, mais surtout pendant le rapport sexuel, à n'importe quel âge. Et puis, je pense que ça vient aussi pour moi, de l'éducation des parents aussi, de leur montrer qu'il ne faut pas faire comme dans les films, d'apprendre le consentement surtout, d'apprendre dès le plus jeune âge le consentement pour que pendant les rapports sexuels à venir, tu dises oui, tu dises non, tu dises pourquoi tu as envie et tu dis aussi ce que tu as envie de faire. Et je trouve que le porno, c'est devenu tellement accessible facilement pour tout le monde, malgré les contrôles parentaux, que maintenant, je pense que pas mal de problèmes pendant les relations amoureuses, hormis tout ce qui est non-consentement. Je prends vraiment, pendant le rapport, il y a du stress qui se met à cause du porno, que ce soit pour la fille ou le garçon, ou peu importe. Et c'est pour ça que généralement, je pense que beaucoup de premières fois, on la voit mal. Elle s'est mal passée parce que depuis tout petit, on regarde du porno, on voit que ça se passe comme ça. Les copains à l'école qui ont déjà toutes fait leur première fois, ça se trouve, ça s'est mal passé, mais par ego, ouais, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, faut que tu fasses ça et tout. Et je pense que nous, notre rôle aussi au plus grand, c'est de montrer aux plus petits que non, c'est pas comme dans les films, c'est pas comme sur Google, c'est tu parles avant, pendant et après. Oui. Et surtout le consentement. Moi, je reste surtout sur ça, le consentement et la communication à fond. Et après, c'est l'histoire d'une nuit, écoute, tant mieux. Mais au moins, tu pourras repartir en te disant que, écoute, t'as écouté, la fille, elle a peut-être passé un bon moment, le garçon, mais au moins, toi, tu te sentiras bien.
Et après, c'est savoir si la fille elle s'est sentie bien aussi, hein, ou le garçon, ça c'est aussi le plus D'où la important. communication. D'où la communication. Et puis tu parles du porno, mais il y a aussi la question du genre, tout simplement. Oui. Du genre, pour quand on a un garçon, être tendre, par exemple, être doux, est-ce que c'est simple ? Ouais, Pas voilà. vraiment, c'est pas quelque chose, c'est pas une valeur qui est évidente, et quand elle l'est, tant mieux, c'est Oui. ça qui est hyper beau. Pareil, quand on est une fille, peut-être prendre les devants, être un petit peu plus, dire ce qu'on veut, etc., c'est un petit peu moins enseigné. Je sais que, à mon époque, qui est pas aussi trop plus loin que la vôtre, mais en fait si, peut-être, il y avait peut-être cette idée avec des rôles sociaux qui étaient quand même très, 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 très distribués, et qu'on revoit aujourd'hui dans les pornos, qui met quand même une grande pression, mais complètement inconsciente. On dit, bah oui, moi j'aime imposer parce que je suis un mec, alors qu'en vrai, on s'autorise même pas d'essayer un petit peu d'être vulnérable, de trembler de désir, je sais pas, d'être... Même dans le monde LGBT, enfin du coup, Oui. tu me diras si tu me rejoins, Oui. mais dans le monde LGBT, généralement, on a cette phrase « moi je suis actif, Exactement. moi je suis passif ». Oui, Et dans le rapport sexuel, eh ben, la personne qui va être active va se donner un devoir d'être Ouais. dominant à 100% du rapport sexuel, enfin pendant toute la durée. Et la personne qui va être dite passif, elle va se sentir, on va dire, dans sa tête, elle va dire « je dois être soumis » en gros, donc je ne peux pas dire ce que je veux, ce que j'ai envie. S'il me dit « je dois faire ça », je vais le faire. Et ça, je trouve que c'est un gros problème aussi. Donc là, j'ai pris pour les garçons, hein, j'ai pris le côté extrême, mais à mon avis, ça doit être pareil chez les filles, on va dire du coup lesbiennes, et pareil sûrement chez les personnes transsexuelles ou quoi. Enfin, ce côté passif-actif, je trouve qu'il joue un rôle négatif, on va dire quelque part, dans un rapport sexuel, parce qu'on se donne un rôle, Oui. un devoir se met en place sans qu'on le veuille forcément. Et je pense que certaines relations, on va dire des plans d'un soir se sont mal passés à cause de ça, pour beaucoup. Moi le premier, hein. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver face à quelqu'un donc, qui est la position inverse de moi, et moi je me suis senti obligé de me dire ok, je dois être comme ça, je me mets une pression de malade, et au final à la fin je me dis que j'ai perdu 2 heures de mon temps parce que j'ai même pas kiffé. Bah oui. J'ai même pas kiffé, et puis lui en plus je lui ai fait ressentir mon stress, donc il a dû même pas kiffer non plus, et puis il n'y a pas de message de retour, et puis voilà. Donc on se dit bon bah voilà, encore un de gâché quoi. 2 heures de perdu. Voilà, exactement. Et comment parce que tu disais dans la cour, du coup, tout le monde te dit, moi je l'ai déjà fait, puis je l'ai fait comme ça et tout. Comment t'expliques justement ce truc de, en fait, dans la cour, on fantasme un peu les choses, on exagère la première fois en mode, moi j'étais comme ci, comme ça, comme s'il y avait aucune... tu vois, que tout était genre... Ouais. Bah, de mon côté, déjà, c'est très compliqué, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai mis énormément de temps avant de parler de sexe à la récré, parce que je me faisais passer pour quelqu'un dit hétéro, parce que, à l'époque, j'entendais des insultes autour des personnes gays. Mes parents, ils sont très ouverts. Vraiment, je remercie le Dieu de m'avoir mis sur la route de mes parents, parce qu'ils sont très ouverts. Mais ils n'en parlaient pas forcément, parce que comme il n'y avait personne dans la famille qui était gay, on n'en parlait pas. Donc moi je me disais ok, il ne faut pas que je le dise. Donc je voyais tous mes copains autour, ouais moi cette fille j'ai fait ça, elle aussi, elle ça. Et je pense que ouais, ça découle peut-être des parents, s'ils en parlent plus ou moins à la télé, par rapport à ce que tu vas regarder, et puis des fréquentations surtout, ça joue énormément. Moi j'avais pas les réseaux, eux avaient les réseaux sociaux. Je me dis peut-être que ça a dû jouer aussi. Ils ont vu à l'époque, il y avait la télé-réalité, c'était... il y avait les Anges, les Marseillais, les Ch'tis, tout ça. On les voyait à chaque fois, on va dire, sortir de la saison avec 3 filles différentes ou 3 garçons différents. Il n'y a aucun problème. Mais quand on est jeune et que personne nous explique ce que c'est réellement, et nous, à la récréation, ouais, moi j'ai fait comme lui, moi j'ai fait comme ça. Et moi, j'étais un peu en mode, ok, il parle de quoi là? Moi, j'en sais rien du tout. Moi, j'étais en mode, non, faut pas que je le dise. Donc, je me cachais. Et des fois, je me souviens, j'avais le pincement au ventre et je faisais, ouais, moi aussi, cette fille, je l'ai embrassée tout à l'heure. Alors que pas du tout. J'étais dans les toilettes en train de manger mon gâteau parce que j'avais trop peur de faire cette conversation-là. Et puis au collège, cette conversation, allez, sur 5 jours de l'école, tu l'as au moins 4 fois, en sachant que tu as 2 récréations. Non, c'était trop pour moi. On va me griller, donc... donc ouais, non. Je pense que ouais, ça découle des réseaux sociaux, des parents et de ces fréquentations, tout simplement, je pense aussi. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Déjà, quand on est LGBT, c'est encore plus dur, parce que du coup, on est obligé, entre guillemets, de mentir, surtout pour les personnes lesbiennes et gays. Pour les bis, c'est un peu plus simple. On a quand même des rapports, on va dire, hétérosexuels.
Mais moi, je pense surtout que ça vient d'une pression sociale qui vient, 1, des pornos, 2, de la télé-réalité, 3, les familles qui en parlent pas, et ainsi de suite. Et moi, je me rappelle des gens qui me disaient « Ouais, moi, ça a duré 2 heures. » Je fais « 2 heures ? Tu te fous pas un peu de ma gueule ? Déjà un porno, ça dure même pas 2 heures, et eux, ils ont des pauses. Donc comment toi, tu dures 2 heures ?» Et après, j'entendais ce qu'ils disaient, avec quelles personnes ils ont fait ça, et on connaissait très vite qu'après, ça s'était pas fait, c'était juste des gros mythos. Mais pour moi, c'est vraiment de la pression sociale qui est mise avec tout ce qui était partagé sur Internet, sur les écrans. Et au final, les gens qui ont vraiment fait leur première fois au collège, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je l'ai fait encore plus tôt, donc je peux rien dire. J'ai commencé, la première fois, c'était juste avant la rentrée de 6e, j'étais en CM2. Donc moi, je suis un cas très rare, je pense. J'ai pas entendu d'autres personnes faire ça avant. Mais sinon, la plupart des gens que je connais, ils ont fait ça au lycée ou un peu après. Mais dans ces eaux-là, quoi. Moi, j'ai pas eu trop la pression parentale ou autre. En fait, on n'en parlait pas, mais ça me posait pas problème. Parce que, comme je l'avais dit avant, j'étais pas très intéressée. Mais j'ai eu la pression, par contre, de mes amis. Et c'était pas une pression. En fait, j'avais plus honte de pas l'avoir fait que de l'avoir fait. Et je pense qu'au lycée, c'est vraiment, même au début du collège, pour les plus rapides, c'est vraiment un sujet qui revient énormément. Et même, je pense que c'est la première chose qui arrive dans la cour de récré. Je sais pas pourquoi, mais au lycée, vraiment, les garçons et les filles parlent immédiatement de ça. Il faut faire des soirées, qui a embrassé qui à la soirée. C'est vraiment, en fait, le sujet principal, alors qu'il y a plein d'autres sujets à côté. Mais en plus, avec le Covid, moi, je me rappelle que on s'était tous retrouvés à être enfermés. Donc, il n'y avait plus trop de liens avec les uns et les autres. Quand on est revenu au lycée, c'était horrible. C'était pire qu'au départ, en fait, parce que tout le monde avait été enfermé. Donc, il y avait encore plus de liens sur les réseaux sociaux. Et comme vous disiez tout à l'heure, je pense que les réseaux sociaux, ça joue énormément. Parce qu'au lycée, on commence tous à avoir des portables. Moi, j'ai eu un portable très tard. Quand j'en ai eu un, j'ai regretté un peu d'avoir ouvert la boîte de Pandore, quoi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de valeurs et de principes qui sont mis en fait, au devant de la scène qui ne devraient pas être en fait, juste sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que j'ai eu plus la pression par rapport à mes amis, même si je les adore, hein. Mais parce que les conversations, en fait, je ne pouvais pas rentrer dans les conversations et souvent, on me traitait de coincée ou de Saint-Denis-Touche parce que j'allais pas souvent en soirée ou j'avais pas forcément envie en fait de découvrir, puis j'avais peur. Et aussi, je pense que ça joue énormément. Dans les familles, il y a aussi un schéma, enfin, cette fois-ci, il y a un schéma. On prend souvent exemple sur nos parents. Et moi, j'ai beaucoup pris exemple sur mes parents puisqu'ils s'aiment énormément. Et ça a été le premier amour l'un de l'autre. Donc pour moi, j'avais vraiment envie de vivre ça. Donc je me suis mise aussi moi-même une pression. Donc je pense le mélange de mes amis plus moi avec l'exemple de mes parents, ça m'a donné en fait une pression énorme de me dire ma première fois, ça sera incroyable. Il y a un truc très fort dans ce que tu dis, c'est que tu avais un désir ou plutôt une absence de désir à ce niveau-là, mais surtout que tu l'assumais. Et ça, c'est hyper fort parce que nous, ce qu'on constate en prévention, c'est que c'est ça qui n'est pas facile. Chacun a ses désirs et le fait de les dire, c'est très compliqué. Nous, quand on intervient au collège et on fait des moments en non-mixité. Et quand on est avec des groupes de garçons, il y a souvent des trucs extrêmement intéressants sur cette question-là. Donc parfois, on va genre en 5e et on voit des classes qui vont être très dans la provocation, qui voient qu'on est OP en tant qu'intervenante pour parler de ça, et du coup qui vont amener... donc nous on fait un brainstorming où on leur dit, vous nous dites un petit peu des mots, relation fille-garçon, pour vous c'est quoi ? Et il va y avoir des classes de garçons où ça va être que du porno, que du porno, que du porno. Donc sur le tableau, ils voient qu'ils ont le droit d'écrire tout ce qu'ils veulent parce qu'on les encourage, et donc ils vont écrire double pénétration, boucaquet, je sais pas quoi, éjac facial, enfin un truc comme ça. Et nous, en fait, on va réagir en disant « Ah bah super, merci beaucoup pour vos mots. Venez, on va tous les expliquer et on va en parler ensemble. » Et le fait d'avoir des adultes qui leur disent, qui expliquent très calmement ce que c'est un boucaquet à toute la classe, et ben ça les fait vraiment redescendre la pression parce qu'ils voient qu'en fait, il y a un espace pour parler. On discute avec eux du fait que c'est des pratiques qui ne sont pas obligées, que c'est dans des contextes où est-ce qu'on les voit. D'accord, dans les pornos c'est quoi ? Ben, en fait, c'est du cinéma. Est-ce que quand tu vas conduire ta voiture, ça va être comme Vin Diesel dans Fast and Furious ? Non, c'est des choses qui sont scénarisées. Enfin, voilà,
si vous avez envie, si jamais, c'est possible. Si vous n'avez pas envie, c'est pas là. Voilà. Donc on essaye de ramener vers en fait un principe de réalité. Et ça, on voit que ça fait vachement de bien. Parce qu'effectivement, il peut y avoir parfois ces attitudes très moi je sais mieux que toi, etc. Et franchement, on voit tout de suite parfois dans les classes, il y en a qui ont déjà eu des expériences, on voit tout de suite qui c'est parce qu'ils se sentent pas du tout de fanfaronner pareil en fait. Ils ont, on voit direct qu'il y a eu des expériences et qui n'en a pas eu. Et les autres, ils ont besoin en fait beaucoup de se rassurer. Et ils vont le faire avec ce côté, d'aller chercher le groupe. Non mais c'est clair, et en plus pareil, je reviens à la notion qu'il y a derrière la première fois, c'est que du coup on revient à cette notion de pénétration, parce que moi je me souviens de la première fois que je me suis retrouvée nue face à quelqu'un, c'était très loin de la première pénétration. Il y a des années qui vont séparer ces deux pratiques, c'est quand même ouf, tu vois, cette première fois-là par exemple. Tu rentres quand même dans une intimité qui est pas négligeable. Et c'est fou c'est comme s'il y avait une hiérarchie entre ces pratiques-là. Alors même que je pense qu'il y a la même intimité, vulnérabilité tu vois, moi je parle de la première fois que je me suis retrouvée nue, c'est quand même assez c'est ouf à cet âge-là, tu vois. Et qu'est-ce qui, selon vous, explique ce truc de hiérarchie comme ça, qui fait, parce que c'est ce que tu dis, en fait, j'avais la pression de mes pères, mais t'avais la pression de tes pères sur cette fameuse première fois où il faut faire l'amour, et quand on dit faire l'amour, c'est évidemment pas que se caresser, alors que ça pourrait être se caresser, en fait. C'est déjà une première fois, en fait. Gros blanc. La hiérarchie, je pourrais pas du tout dire pourquoi. Après, la première fois que j'ai eu avec mon premier amour, c'était pas une première fois avec pénétration. D'ailleurs, on a mis 3-4 mois avant d'avoir la première, et on n'a pas du tout aimé ensemble. Du coup, on stoppe ça, on repart sur les bases, ce qu'on aime bien, et au final, la hiérarchie, pour moi, ça revient toujours au porno. Au final, c'est... Et aux mots qu'on utilise aussi, qui sont pas rien, parce qu'il y a ces fameux préliminaires. Donc maintenant, on en parle un peu plus, d'essayer de sortir de ce mot-là, parce que le préliminaire, en fait, la définition, si vous regardez la définition dans le petit Robert, c'est... je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est genre préparer quelque chose qui est plus important, plus essentiel. Donc tu te dis, ok, donc ce qui est le plus important, le plus essentiel, c'est la pénétration. Tout ce qui est avant... c'est de la prépa, quoi. C'est bon. On se chauffe. Alors que tu vois bien, ne serait-ce que dans ton expérience, que tu dis, toi, il y a un moment, en fait, on a essayé, puis en fait, on est revenu à ce qu'on faisait avant, parce que ce qu'on faisait avant, on avait plus de plaisir, de désir, et c'était déjà faire l'amour, évidemment, tu vois. Ouais. Et surtout que, quand on parle de pénétration, la pénétration anale et orale, et pour les hétéros, vaginale, du coup. Et du coup, là, dans les préliminaires, généralement, tout le monde met la pénétration orale, alors que, non. Non. Les préliminaires, c'est s'embrasser, se caresser, et préparer ce qu'il y a à préparer si on veut faire quelque chose. Mais le reste, c'est la pénétration. Et moi, j'ai même envie de dire, on bannit le mot préliminaire, en fait. Oui, parce que la caresse est déjà... Puis en plus, c'est hyper excluant, si tu veux, typiquement dans une relation sexuelle lesbienne, s'il n'y a pas de pénétration, il peut y avoir pénétration, mais s'il n'y a pas de pénétration, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas de sexe, en fait. Tu vois, c'est déjà très excluant. Oui, le nombre de filles, je pense que vous en connaissez toutes et tous, et peut-être vous en faites partie, qui ont eu en fait des tas de relations sexuelles avec des filles, sans appeler ça comme ça, en disant c'était vraiment sympa avec ma... On s'entraînait. On s'entraînait pour la rencontre avec le mec. Exactement. Les premières fois sont parfois plus tôt qu'on ne le pense. Mais grave. Et on parlait justement de toute la partie émotionnelle. Nous, on avait envie, avec Louise, de vous parler un peu de la notion de vulnérabilité, parce que je pense que ce qui relie un peu toutes les premières fois, tu parlais même de la première fois où tu rentres avec des heures de colle, en fait, est-ce que le lien, l'émotion, tu vois, qui est là, c'est la vulnérabilité? Est-ce que ce qui n'est pas intéressant d'apprendre, c'est justement à accepter la vulnérabilité et même à la communiquer, à la verbaliser à son ou sa partenaire? Alors moi, je sais pas vous, mais j'ai eu beaucoup de mal à montrer mon corps. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment un énorme souci. Même aller à la piscine, ça me met vraiment mal à l'aise. Les vestiaires, tout ça, quand on était en primaire et qu'on était dans les vestiaires, j'étais la seule à avoir une serviette autour de moi. Et souvent, en fait, j'étais la dernière à me changer parce que, en fait, je galérais en fait, sous ma serviette. Et
Et je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont comme ça aussi, où elles ont dû faire la première fois dans le noir, parce qu'elles n'avaient pas envie de la lumière, elles n'avaient pas envie qu'on les voit. Et ça, en fait, je pense que c'est encore une fois en lien avec les pornos aussi, parce que les filles qu'on montre, elles n'ont pas du tout le corps qu'on a. Donc, je sais pas d'où ils les sortent, mais c'est pas la réalité. D'où viennent ces poupées. Ça, on fera un épisode entier sur le porno, parce que c'est clair qu'il y a beaucoup à dire, mais en tout cas, pour rebondir, parce que c'est vrai que c'est très en lien avec la première fois, on le rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent, le porno, c'est juste des scénarios avec des trucages, effectivement avec un casting extrêmement stéréotypé, donc les filles sont toutes minces, sans poils, avec des gros seins, les mecs quand même pareil, ils sont tous super taillés, ils bandent pendant des heures, ils éjaculent beaucoup, tout ça c'est du trucage. D'où après, tu vois, des copains qui peuvent te dire, moi j'ai tenu 2 heures, bah alors en fait non, parce que non, ça n'existe pas. Puis en plus ils ont dû s'emmerder. Enfin, oui, voilà. Pareil, le mythe de durer longtemps, s'il vous plaît, on arrête avec ça ne fait plaisir à personne en fait. Vraiment, faut s'arrêter quoi. Ah oui. T'en as marre, t'en veux arrêter, c'est bon. Courbature à la fin. 2 heures de Basic Fit, hein. C'est pareil là. Non, c'est bon. Clair. Moi, 40 minutes à Basic Fit, j'en ai marre. Mais là, 2 heures. Ah oui, surtout quand on prend cette acceptation du sexe qui serait celle de la pénétration, pénis-vagin, ou à la rigueur, pénis-anus. On veut pas, enfin... Ça fait mal à bout d'un moment. Bah oui, des 2 côtés en plus. Des deux côtés. Ouais. Et du coup, ah là là, vous me faites plein de rebonds, du coup je sais plus sur quoi répondre. Je voulais finir du coup sur cette notion d'être pas à l'aise avec son corps, d'avoir du mal à, du coup, quand toi-même t'es pas à l'aise avec ton corps, c'est difficile de le montrer à quelqu'un d'autre et tout. Donc ça, je pense que c'est clair qu'il faut être super bienveillant avec soi-même. Et je pense qu'on peut trouver, enfin, on revient à la vulnérabilité, d'accepter de dire à son ou sa partenaire, je suis pas très à l'aise, et du coup d'attendre d'être un peu à l'aise ou de mettre les conditions pour que tu te sentes bien, etc. Ça, c'est super important et ça fait partie des éléments de vulnérabilité. Est-ce que vous avez l'impression que ça, maintenant, parce qu'on parlait de langage, de communication, est-ce que vous avez l'impression qu'avec vos partenaires, vous arrivez à aller un peu dans cette vulnérabilité et de la verbaliser? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites mieux qu'avant? Est-ce que vous le faites pas? J'ai l'impression que plus on grandit et plus c'est simple au final. Ah non. Ça dépend des gens, Jade. Mais pour moi, au début, c'était compliqué. J'avais pas à dire ça, j'ai pas envie de faire, ça, je me sens pas à l'aise, là, j'ai mal. Le là, j'ai mal, il est important. Parce que ça arrive souvent dans les relations homosexuelles, c'est à un moment, ça va trop loin, et ça fait juste mal, il faut arrêter, il faut sortir, il faut retourner quelque chose de plus doux. Et moi, ça m'arrivait au début. Et depuis, du coup, j'ai arrêté d'être passif à cause de ça. Et du coup, maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi de communiquer parce que c'est quelque chose sur lequel je suis vachement plus à l'aise. Généralement, les gens, ils arrivent à me dire... ils arrivent à communiquer avec moi. Je sais pas, je pense que j'ai un super pouvoir là-dessus. Les gens, ils viennent me parler, ils viennent me dire des choses. Et ça se passe aussi à ce moment-là, où ils me disent que là, ils sont pas trop à l'aise, on va faire autre chose. Et je fais, pas de souci, on change alors. Le super pouvoir, c'est peut-être de mettre en confiance et de créer un espace de confiance qui fait que du coup, on se sent à l'aise pour te dire si on n'a pas envie, si on n'est pas à l'aise. Est-ce que c'est pas un peu la recette, justement, du bon coup, peut-être même d'ailleurs? Oui, moi ça, j'y pense beaucoup avec la question de dire non. Vous savez, quand on fait un peu ces questions-là, on dit il faut que les filles, elles apprennent à dire non. Et en fait, on n'apprend pas aux garçons à accepter le non avec élégance, ou avec gentillesse, ou avec douceur. Et du coup, quand on est face à quelqu'un qui dit « Ah, ok, tes limites, elles sont hyper ok », évidemment qu'on se sent plus de les dire. Et je crois que cet apprentissage, il est vraiment super important. Et pour te répondre sur ce que tu disais sur le corps et sur le fait de ne pas être à l'aise, moi, je trouve qu'un truc qui fonctionne super bien, c'est de regarder les autres et de comparer avec le ressenti qu'on a par rapport aux autres. Par exemple, je ne sais pas si on se trouve trop gros, mettons, se demander est-ce que les autres gens qui se trouvent sans doute trop gros, moi je les trouve moches, et généralement pas du tout, ça rentre même pas en ligne de compte. Donc observer la bienveillance qu'on a chez les autres et se mettre chez soi-même, ça peut vachement aider. En fait, c'est juste que quand je disais par exemple la confiance en soi dans une relation, souvent en fait elle peut être brisée après une relation, ou même empirée. Alors que souvent c'est juste qu'on n'a pas fait attention en fait à la personne à qui on donnait en fait notre vulnérabilité. Et je pense que c'est important aussi de le dire, parce que moi j'ai pas forcément fait attention,
Ça n'a pas été forcément la meilleure expérience dans le sens où il n'y avait pas d'écoute. Et en plus de ça, il y avait cette hiérarchie de tu te mets dans ce rôle-là et moi dans ce rôle-là. Et c'était en fait, au lieu d'avoir un langage, c'était surtout des réflexions. Ah, je t'imaginais pas comme ci, ah, je t'imaginais pas comme ça. Ah, j'imaginais que tu avais plus de ça, et des choses comme ça. Et souvent, ça peut plus mettre la pression pour des filles. Mais je pense que pour des garçons aussi, c'est la même chose. Hein. Après, moi, c'est juste que c'est une expérience aussi avec des amis, avec des personnes. Et du coup, cette vulnérabilité, elle peut aussi arriver, du coup, pendant un rapport, en fait. Oui, avec quand il y a moins de bienveillance aussi. Voilà, c'est ça. Côté, Bah ouais, carrément. Et puis après, tu parlais aussi d'avoir mal. Donc là, en l'occurrence, tu parlais dans une relation homo. Je pense que pour les filles, ça fait partie des grandes questions. Ouais. Et des grandes acceptations qu'il faut lever. Il n'est jamais normal d'avoir mal. Faire l'amour et coucher avec quelqu'un, c'est justement que pour le plaisir, le désir, la tendresse. Avoir mal, c'est juste pas ok, en fait. Jamais. Il n'y a aucune bonne raison d'avoir mal. Et notamment, même la première fois, en fait. En fait, quand on a mal, c'est bien souvent que justement... on n'a pas créé les conditions pour que ça se passe bien. Donc, ça veut dire peut-être prendre plus de temps, laisser monter le désir. On parle des préliminaires, j'ai pas envie d'utiliser ce mot-là, mais justement, voilà, préparer les caresses, les câlins, les mots. On parle dans le langage, les mots qu'il faut monter le désir, etc. Donc, ça, on le redit, on ne doit jamais avoir mal. Et c'est pas toujours facile de savoir dire stop, justement, quand on sent que y a une limite qui est franchie, quoi. Et mettre du lubrifiant. Et mettre du lubrifiant, évidemment. Évidemment, ça c'est fou, comme c'est pas dans les usages parce qu'on le dit pas assez. Et beaucoup, s'il vous plaît. C'est une obligation. Que ce soit pour la personne qui va la mettre ou qui va se la prendre. Les deux. Ah, vraiment, c'est obligé. Les mots sont lâchés. Non, mais on va pas passif, actif, les deux. Et puis même pendant les caresses. Hein. Bien sûr. Bah, bien sûr, une caresse non lubrifiée n'est pas agréable. Pas non, toujours. C'est vrai. Elle peut l'être. Elle peut l'être, mais elle ne l'est pas toujours. J'ai testé il y a 3 semaines, je valide. Et est-ce que, parce qu'on a parlé, en plus j'ai l'impression que vous avez différentes expériences par rapport à ça, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un bon âge pour faire sa première fois ? Et si oui, lequel ? Alors pour moi, il n'y a pas d'âge, c'est juste un moment où on se sent prêt, c'est tout. Okay. Ça peut... c'est M2, hein, mais ça peut arriver au collège, au lycée, après que t'aies 30, 40 ans. Enfin, 40 ans, c'est... Pour moi, ça fait loin quand même, 40 ans, mais n'importe quel âge, c'est bon, il n'y a pas de problème. Tant que tu t'es bien senti, que tu étais à l'aise, qu'il n'y avait pas trop de stress, parce qu'il y a toujours du stress, et même du stress pour se dire, j'espère que ça va être bien. La première fois est toujours éclatée. Toujours. J'ai jamais eu aucun retour de quelqu'un qui me disait... Non, franchement, c'était génial. Je toujours dit. Ouais, mais tu penses pas que justement, si on reconsidérait un peu ce qu'on met derrière la première fois, on pourrait pas avoir des super premières fois ? C'est-à-dire que si on se disait la première fois, c'est un pur moment de tendresse, vous en avez parlé tellement de ce moment où en fait vous vous sentez connecté à quelqu'un. En vrai, quand on vous a demandé vos premières fois, vous avez plutôt dit celle-là. Ouais, là, je repars sur la première fois que tout le monde a en tête. La première, jusqu'à la première pénétration, quoi, et c'était nul. Pourquoi ? Parce que j'étais stressé généralement. C'est généralement comme ça que ça se passait. Les gens ne savaient pas faire, ils étaient stressés. Est-ce que je fais ça bien ? Est-ce que je fais pas ça bien ? Et donc la première fois, ce sera nul. C'est dommage. Mais si vous prenez la première définition, mais sinon, si on prenait la définition de le bon moment avec la bonne personne, là, ce sera génial. Qui pourrait même être avec une pénétration. Si on rigole, si on en fait peut-être un moment justement où on est tous gauche. Parce qu'en fait, tout le monde est maladroit à gauche sur cette fameuse première fois. Peut-être que si on se dit, bon, allez, on va le faire comme, tu vois, comme on peut faire d'autres choses, on va certainement rater des trucs parce qu'en fait, quand tu fais une chose pour la première fois, c'est rare que tu fasses le truc genre nickel. Ça marche pour tout. Donc, désacraliser et dépressuriser, quoi, le truc. Il faut faire sa propre recette au final, à l'impro, comme je l'ai dit, je pense, au début. C'est l'improvisation au final. Ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Et puis, ça dépend comment on définit la première fois. Si on la définit sans la pénétration, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Le premier bisou, la première fois où à l'école élémentaire, on va embrasser son ou sa partenaire. Enfin, donc non, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Tant que les deux sont OK et que
tu prends du plaisir, quoi. Sans forcément la pénétration, bien évidemment, ou les préliminaires. Enfin, on n'aime pas ce mot ici, mais sans ces fameux... Voilà, vraiment. Non, je pense qu'il n'y a pas de première fois tant que il y a le consentement des deux parties. Des deux parties, on se croirait au tribunal. Non. Bah, moi, je pense à peu près la même chose. Et puis, je pense même que la première fois, c'est pas obligé d'être forcément avec la bonne personne. Ça peut être un bon moment. Et en même temps, avec la mauvaise personne, au mauvais moment, s'il le faut. Franchement, oui, en fait, ça dépend en fait, du moment lui-même. En fait, et moi, j'ai toujours trouvé ça magique, même la première fois. Désolée, Damien. Donc, vraiment, je pense que ça dépend surtout en fait, de même nous. En fait, c'est un travail sur nous-mêmes à faire avant. Peut-être avoir plus d'informations, ça serait bien, parce que je sais que nous, très tard, on a eu des cours seulement au lycée sur les relations sexuelles, tout ça, alors que je pense que ça aurait été sympa de le savoir avant, puisque de toute manière, dans la cour de récré, on le sait, on apprend plus de choses d'ailleurs dans la cour de récré que dans les cours eux-mêmes. Donc, je pense que j'aurais préféré ça. Et c'est quoi les infos que tu estimes qui auraient été nécessaires, importantes ? Alors, ça dépend peut-être des garçons et des filles. Le consentement. Effectivement. Oui. Pour les filles, en fait, il y a différentes thématiques, je pense, que pour les garçons, même s'il y a aussi le côté de qu'est-ce que je dois faire. Mais je pense pour les filles, c'est surtout la confiance en soi, parce que ça reflète, en fait, la relation qu'on va avoir. Quand on n'a pas confiance en nous, on va le donner à l'autre, et en fait, ça va faire une rupture dans la communication. Et donc, en fait, ça va être un moment, mais juste horrible. Alors que... Et d'ailleurs, je pense qu'on a tendance aussi à beaucoup réfléchir sur le moment. On est plus en train de penser que de vivre le moment. Et je pense que j'aurais bien voulu savoir un peu ce qui ne doit pas se faire plutôt que ce qui doit se faire, en fait. Ouais, et puis surtout qu'au collège et au lycée, on nous montre le côté pratique, donc physique, mais on ne nous parle pas du mental. Comment il faut... s'il faut appréhender ou pas la chose, la préparation mentale, la communication avant. On nous montre simplement que voilà... Il y a un pénis, il y a un vagin, il va dedans, on se protège, et voilà. Mais on ne nous dit pas qu'avant, il faut avoir de la communication, il faut discuter avec son partenaire, savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Enfin, il n'y a pas toute cette partie-là. Donc nous, on nous dit, ok, je dois y aller. Et je trouve que, ça paraît parce qu'on est gay, mais on ne nous parle pas aussi de comment ça se passe. On nous parle d'un rapport hétérosexuel. Jamais on va nous montrer comment peut se passer un rapport homosexuel. Jamais, on ne nous dit pas... On n'en parle pas de ça. Donc la personne, je pense au petit garçon au collège qui est en train d'assister là actuellement, dans l'après-midi, parce qu'à cette heure-là, à mon avis, les cours sont terminés, mais qui est en train d'assister à son cours d'éducation sexuelle. S'il a la chance d'en avoir un. S'il a la chance d'en avoir un. Et encore, quand je vois les cours que moi j'en ai eu au collège, j'aurais préféré ne pas en avoir et demander à mes parents. Je pense à ce petit garçon et à cette petite fille qui est gay ou quoi, et qui se demande, oui, mais moi je fais comment parmi tous ces garçons et ces filles qui, eux, savent comment faire maintenant, et moi, comment je fais? Et je trouve que ça... Il n'y en a pas beaucoup au collège, voire même pas du tout. Et on va où pour regarder ça? Sur Internet, voir les pornographiques. Et là, on se dit, ok, il faut que je fasse comme ça. Et après, c'est la cata. Nous, sur notre chat, il y a pas mal de mecs qui viennent justement avec ce questionnement de mecs gays. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a tellement pas de parole, de représentation, que c'est une éducation qui se fait de façon un petit peu intracommunautaire dans la communauté. Et du coup, ça peut créer parfois des violences. Parce que c'est très difficile de faire autrement, et quand il y a quelque chose qui se passe mal, parce qu'il n'y a pas de respect, etc., c'est dur de le dire, parce que soit on s'exclut soi-même d'une communauté qui nous protège, soit on exclut l'autre d'une communauté qui le protège, et ça peut créer beaucoup de conflits de loyauté vraiment difficiles. Et nous, c'est vraiment quelque chose où on sent que là, ça va devenir vraiment important qu'on en parle de la même manière que pour les couples hétéros. Et puis pour tous les âges, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour en parler de mais bien sûr. Comment on fait l'amour en c'est étant juste qu'on adapte homosexuel. Les messages en fonction de l'âge, évidemment, des enfants ou des jeunes. Sur l'âge, je me sens quand même, je trouve ça quand même important de le dire, qu'aujourd'hui, en termes légaux, la majorité sexuelle, elle est à 15 ans. Donc ça ne veut pas dire que c'est interdit quand tu as 14 ans de faire l'amour entre ados, évidemment, mais la majorité sexuelle, elle est quand même à 15 ans, et du coup, c'est important de le rappeler. Et du coup, on n'est pas censé avoir de rapport entre un adulte
et un ado. Et là aussi, je me sens l'obligation de le rappeler parce qu'il y a plein malheureusement de violences qui sont faites aux jeunes et aux enfants. C'est important de le dire. Donc avant 15 ans, les relations sexuelles sont strictement interdites avec une personne majeure. Et qu'on se le rappelle, il y a aussi en plus des rôles, on parlait beaucoup de rôles de domination, etc. Donc ça peut arriver aussi avec des animateurs, avec des profs, avec des gens en tout cas qui ont un rapport d'autorité avec soi. Et donc on se le redit même quand on est tenté, parce qu'on peut avoir un élan justement amoureux envers une personne adulte. Tu voulais dire? Oui, je voulais rebondir là-dessus parce que ça c'est très très fréquent. Parfois on se sent un petit peu coupable quand on a été dans une relation comme ça, de se dire mais moi j'avais tellement envie de par exemple coucher avec ce prof. Et on se sent coupable, mais c'est de la même manière que c'est un adulte d'être responsabilisé, c'est au prof de ne pas y aller. Vraiment, il faut le rappeler. Même quand nous-mêmes, on a eu beaucoup de désirs, même quand on n'a pensé qu'à ça, même quand on a tout fait pour, en fait, c'était à lui de mettre les limites et de se responsabiliser. Et là, on a parfois un biais sexiste, les petites allumeuses, tout ça. Non, les adultes sont responsables de ne pas coucher avec des jeunes. Et voilà, je préfère le dire parce qu'on en a aussi beaucoup qui viennent se confier sur ça. Et ce truc de différence d'âge peut aussi se jouer entre jeunes, c'est-à-dire que, en tout cas, c'est intéressant de se poser la question, si ça vous arrive, de se dire, voilà, moi j'ai 12 ans et je suis en train de potentiellement entamer une relation avec quelqu'un qui a 17 ans. Il y a totalement une asymétrie et c'est là où il y a potentiellement une problématique, et c'est peut-être important dans ces cas-là, typiquement, d'aller sur le chat de Comment on s'aime, de se dire... Voilà, je suis en train de me dire que je suis amoureux de cette personne qui a 5 ans de plus que moi, c'est ok, c'est pas ok, pourquoi, et d'en parler, parce que c'est important de comprendre ce qui se joue et de comprendre. Donc voilà, sur les âges, en tout cas, je trouvais important de se le dire. Et tout à l'heure, tu dis, alors je sais plus qui disait, l'important c'est que tu sois prêt ou prête. Du coup, c'est quoi être prêt ou prête? Parce que ceux qui nous écoutent, qui sont là en disant ok, mais du coup comment je sais si je suis prêt ou je suis prête? C'est super drôle comme question. Parce que je suis en train de penser à des images. Je suis incapable de le dire, parce que moi ça s'est fait sur le moment. Ouais, mais c'est intéressant, ce qui est dit est dit. Tu te débrouilles. Moi en fait, je pense que j'étais déjà prêt, je ne savais même pas que j'étais prêt. Ça s'est fait sur le moment et c'était bien. Mais le prêt, comment je pourrais le définir? Ça dépend pour... je vais prendre mon exemple. Vas-y, parlez de vous, c'est ce qui marche généralement le mieux. On va prendre notre exemple. Nous, quand on est prêt, donc déjà la partie d'être prêt mentalement, donc d'être ok avec soi-même, de se dire que ok, pendant une certaine durée, je vais être vulnérable, je vais montrer mon corps, ou non si j'en ai envie, encore une fois, et je vais me retrouver face à quelqu'un de nu aussi. Donc il y a toute cette partie-là. Et encore une fois, par rapport aux positions sexuelles, faut être plus ou moins prêt pour éviter une catastrophe. Il y a aussi cette partie-là où là il faut... La préparation. Préparation physique en fait. Ouais. Préparation. Enfin voilà. Ok. Dire un service militaire là, c'est clair. Non mais sans bien. Mais notamment quand on parlait de lubrification tout à l'heure, qui est un type de préparation importante dans certaines pratiques sexuelles. Le lubrifiant, on va dire aussi le lavement aussi, parce que et ça c'est pas, on pense souvent je dois faire un lavement pour la personne qui va venir, on va dire en moi. Mais déjà c'est pas obligatoire, parce que tu n'es pas obligé de forcément faire la pénétration. Et déjà tu fais pas un lavement que pour la personne en face. Tu le fais aussi pour toi, pour sur le moment, si tu as envie déjà, encore une fois, mais te sentir ok, à l'aise, parce que les personnes ne pensent pas forcément à faire de lavement, et sur le coup ils se disent mince, comment ça va se passer, et ils vont stresser, ça va très mal se passer. Donc quand on fait un lavement, en tout cas, c'est pas forcément que pour faire plaisir à la personne en face qui va venir, qui va dire tiens, ça va être nickel. Non, ça se passe pas comme ça, c'est aussi pour toi, et tu le fais si t'en as envie, bien évidemment, surtout. Ok. Moi, je pense que ma réponse, ça va pas vraiment aider, dans le sens où ça sera pas vraiment la réponse qu'ils attendent, mais ça va vraiment faire avancer personne. Je pense qu'en fait, on peut pas savoir. Voilà, c'est ça. J'avoue, la sais pas. Non, tu nous aides pas. Je peux prendre... justement, je vais prendre mon expérience. C'était pas le moment. J'étais pas prête. J'étais pas prête, mais en fait, le fait que ça arrive comme ça dans ma vie, en fait, ça m'a rendue prête juste après. Et je pense que aussi, je pense qu'en fait, le moment d'être prêt, il arrivera pas. Tant que ça arrivera pas dans notre vie, en fait. Et il n'y aura pas de préparation à avoir, puisqu'en fait, c'est censé être naturel. C'est censé se faire avec une personne. Donc, je pense que c'est surtout, en fait, quand on rencontre quelqu'un,
on sait ou on sait pas. Et la personne, elle peut forcément donner, par exemple, confiance. Et c'est à ce moment-là qu'on peut savoir si vraiment on peut avoir une relation avec la personne ou pas. Il n'y a pas forcément de préparation dans sa vie où on se dit « Ok, aujourd'hui c'est le jour, je vais la rencontrer et là je vais être prête et je vais faire tout ça ». Peut-être que ce que j'entends de ce que tu dis, peut-être que finalement on est prêt quand ça devient naturel, même si c'est maladroit, même si c'est... Je pense que c'est la magie, justement. Ouais, mais tu as dit 2 choses hyper importantes. Tu as dit effectivement quand c'est naturel. Bon, alors qu'est-ce que tu mets derrière le naturel? C'est le truc qui te vient, tu vois, toutes les fautes sans résistance. Et tu as parlé de confiance. Donc, tu vois, quand même, tu donnes des éléments. C'est-à-dire que je pense que dans le prêtre, t'imaginais la préparation, genre, ok, moi, ce sera à 17 ans, je serai épilée nickel, j'aurai la lingerie qu'il faut bien, nanana. Donc ça, effectivement, si on parle de ce genre de préparation, on sait qu'a priori, c'est assez bancal, mais tu as quand même donné des éléments qui sont intéressants, dont on peut se saisir, en tout cas quand on écoute. Et justement, moi, je trouve super, dans le livre de Charline Vermont, je ne sais pas si vous connaissez Charline Vermont, qui a un compte sur Insta qui s'appelle Orgasme et moi, dont le bouquin est juste derrière, là, justement. Et donc, dans son livre, elle donne les questions à savoir si on est prêt ou prête. Donc, je vous l'ai dit, parce que je trouve c'est une espèce de petite checklist, mais qui est super. Donc, la première question, c'est est-ce que je ressens une certaine pression autour de moi ? Oui, non. On devine que la pression n'est pas un bon moteur. Est-ce que c'est mon ou ma partenaire qui me met la pression ? Là aussi, indicateur. A priori, si c'est ton partenaire, ça veut dire que tu n'es peut-être pas toi prête. Est-ce que j'ai des papillons dans le ventre quand je suis avec mon ou ma partenaire ? J'ai envie de préciser qu'on parle là des papillons positifs, pas la grosse boule dans le ventre qui normalement te dit « n'y va pas ». Mais donc, est-ce que j'ai ces petits papillons, cette petite excitation, tu vois, qui me vient ? Oui, non. Est-ce que je me sens en sécurité et en confiance ? Donc, tu vois, tu l'as parlé, vous en avez tous les 3 parlé. Est-ce qu'on a parlé de consentement, d'IST et de contraception ? Ça, je trouve ça très cool parce qu'on a tendance à l'oublier, soit à le prendre pour acquis, soit carrément à l'oublier totalement. Mais le consentement, c'est pas que sur le moment. On peut en parler aussi un peu avant. Tu vois, typiquement, de dire, moi, je suis pas très à l'aise avec mon corps, j'ai pas envie qu'il y ait la lumière. Ou j'ai pas envie de dévoiler le haut de mon corps ou le bas de mon corps. Enfin, voilà. Tu vois, tout ça, c'est des trucs dont on parlait avant. C'est de la préparation, tu vois. Et de ouf. Et ça, c'est vraiment un truc qui se prépare. On peut aussi se dire, moi, j'ai peur de dire non, par exemple. Il y a plein de gens qui se disent pendant l'acte, je vais avoir peur de dire non. Et de dire, moi, je suis pas forcément à l'aise avec le fait de mettre des limites pendant le sexe. Viens, on trouve un moyen. Je sais pas si je dis panda, ça veut dire que, en fait, je suis pas chaud. Essayer de trouver des trucs pour que la personne, elle soit aussi un petit peu en attente de ces signaux et qu'en fait, ça soit posé. Ça rend le truc vraiment plus facile. Ouais, plus chill. On a un épisode sur le consentement, je le redis, qui est chouette à écouter si vous voulez aller un peu plus loin là-dedans. Et ouais, effectivement, IST, contraception, c'est important d'en parler, même si, c'est un truc très technique, pas très papillon, justement, mais bon, c'est quand même, pour se sentir en sécurité, c'est quand même, en tout cas, moi, je parle en tant que fille, ça m'a fait des flips pas mal quand il n'y avait pas de contraception, tu vois. Et on s'est confié sur nos envies sexuelles, mais aussi nos limites et nos peurs, donc c'est un peu ce que tu dis par rapport au consentement. Et le dernier, c'est je me suis assurée que mon partenaire en avait aussi très envie. Donc on revient au consentement. Mais c'est assez chouette sans arriver avec son bloc-notes, genre excuse-moi, mais j'ai une liste à checker avant d'arriver. Mais c'est cool, c'est des petites questions qu'on peut se poser, tu vois. Qu'est-ce qui fait que, en fait, c'est ça, être prêt. C'est je suis en confiance, j'ai parlé des choses qui me semblaient importantes et à aborder, et du coup, je me laisse aller et ça devient naturel, comme tu dis, tu vois. Après, ces questions-là, moi, je me sentirais pas trop à l'aise de les poser à des gens, par exemple... Alors, moi, je suis pas trop dans ça, mais il y a beaucoup de gens, par exemple, c'est des coups d'un soir. Ouais. Ces questions-là, je les poserais plus avec des partenaires, justement, avec qui je me projette. Du coup, pour des coups d'un soir, par exemple, ça serait pas trop... Enfin, j'aimerais bien lui poser la question, mais j'aurais peur plus de le faire fuir, en fait, que... Ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est un énorme truc de représentation. Quand tu regardes une série et que tu as un coup d'un soir, tu sais... C'est le truc où tu te déshabilles dans l'escalier et puis après c'est merveilleux et tout. C'est brutal. C'est brutal, voilà, tout le monde a tout compris. Tout le monde a un orgasme. Exactement. Et alors qu'en fait dans la vie, même les coups d'un soir, ils sont maladroits, ils sont pleins de communication. Donc c'est vrai, on nous montre vraiment pas les bons modèles, je trouve, sur ça. On peut peut-être un peu plus le montrer aujourd'hui dans les couples, dans la fiction, mais je suis trop d'accord avec toi. C'est hyper difficile de se projeter là-dedans, alors qu'en fait c'est tout aussi possible et beau. Au niveau de l'expérience, je pense que Kylian et moi,
peut dire la même chose, il y a vachement de discussions. Mm. Mais en même temps, on est sur des applis. Alors, ça dépend les applis. Ça surtout. dépend les applis. C'est sûr, c'est juste un bonjour, ça va, chaud, vas-y, quelle adresse? Ouais, c'est encore parti. le bonjour, ça va, t'es gentil. Hein. Ça dépend. Il y On a, va pas citer les applications. Mais... il y a certaines applications où on se parle d'abord, on apprend à connaître la personne, entre gros guillemets, parce que généralement c'est le matin, le soir, on y est, mais il y a la discussion et au moins il y a des envies qui sont parlées, des choses qu'on n'aime pas faire, qu'on ne veut surtout pas faire. Et du coup, peut-être au niveau des relations LGBT, c'est peut-être un peu différent parce qu'on a vraiment nos applications sur lesquelles on peut parler, alors que des applications hétéro, il n'y en a plus vraiment. Hein, il y a tout qui est mélangé maintenant, mais sur les applis qui sont bien LGBT, je trouve qu'il y a plus de discussions par rapport à ça parce que on a déjà cassé une barrière. Les gays, ça existe. Hop, la sexualité, elle est ouverte dans ce milieu-là, donc je trouve qu'on arrive plus facilement à en parler. Quand j'en parlais avec des filles, c'était plus touchy, quoi. Puis peut-être, Jeanne, tu pensais aussi à quand on rentre juste de soirée ensemble ou un truc comme ça. Ouais, voilà. Où C'est t'as vraiment pas, général. T'as juste dansé et puis t'as pas forcément parlé. Et puis tu te retrouves dans le bus, dans le noctilien, en train de dire, au fait, mon safe word. C'est exactement ça. Non, mais ouais, c'est clair. Mais je te rejoins, mais d'un côté, non. Parce qu'il y a, on va dire le prénom parce que cette application, elle est connue, Grindr. Ok. Il faut qu'on en parle de cette application parce que c'est l'application à éviter quand on vient de s'assumer ou quand on ne s'est pas encore assumé. Parce que sur cette application-là, c'est pas de la communication. Enfin, je trouve pas que c'est de la communication. On va recevoir des fois des messages comme ça. Et c'est même pas un message, c'est une photo. Mais pas une photo d'une tête. Des nudes. D'accord. Voilà, ça va être une photo dénudée. Et quand on n'a pas l'habitude et qu'on ouvre cette application pour la première fois, on se dit, ok, donc c'est donc en fait la première question que moi je me suis posée, ok, c'est donc ça le monde gay. C'est j'arrive et comme premier message, même pas un coucou ça va, c'est une tub. J'étais en mode, oula, enfin, est-ce que c'est vraiment... C'est un peu sidérant. Ouais, donc moi j'entends autour de moi des insultes et à côté de ça je reçois ça et je me dis mais comment je dois défendre du coup la communauté, on va dire entre parenthèses LGBT. Enfin ça je te rassure, c'est même en dehors de la communauté LGBT. Oui, je me doute. Les envois de tubs non sollicités. C'est du consentement. C'est le consentement et d'ailleurs c'est passible, c'est un délit. Hein. C'est une amende, c'est puni par la loi, on se le dit. On arrête d'envoyer sa tub non sollicitée ou sa vulve, mais c'est un peu plus rare. Oui. Enfin cette application, elle a oublié ça il y a bien longtemps. Je pense même pas que ça existait, le consentement sur cette application-là. C'est intéressant ce que tu dis entre ce qui se passe dans la communauté et la pression extérieure parce que ça demande un vrai effort de vivre sa sexualité librement. Énormément, et puis c'est un travail à faire sur soi-même. Moi, j'ai mis du temps à déjà avouer que j'étais sur Grindr parce que quand je voyais toutes les personnes qui étaient dessus, je me suis dit, mais attends, mais si je dis aux gens que je suis sur Grindr, on va me prendre comme ces personnes qui envoient des nudes dès le début et on va me cataloguer comme, ok, toi, t'es un chaud lapin, toi tu fais ci, toi t'as aucun respect. Et je trouve que cette application-là, elle représente tellement mal la communauté LGBT. Après, on est déjà catalogué comme ça. Hein. La plupart des gens disent ouais, LGBT, vous avez à droite, à gauche, les IST, vous en avez tous eu. Pour le coup, pas vraiment. Les bons stéréotypes. Les bons stéréotypes, je connais des gens qui sont pas prudes, mais qui font très peu de choses au final, et d'autres qui sont effectivement des chauds lapins, effectivement. Qui aiment le cul. Ouais, c'est ça. Moi, avant, j'étais comme ça, et depuis, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, donc je me suis calmé, et je vais beaucoup moins à droite, à gauche. Ça fait 3 mois que j'ai plus Grindr, et ça, j'en suis fier. Et ça, c'est un trophée, je l'ai remarqué. Ouais, ça fait 1 mois que j'ai plus Grindr. Et on est en mode, oh putain, mais comment tu fais et tout, c'est trop bien. Moi, les gens, ils me disent, ouais, j'ai jamais téléchargé Grindr. J'ai fait, comment ça, t'as jamais téléchargé Grindr? Tu fais comment? Je fais, j'ai juste pas envie, je fais pas. Ou alors, quand je rentre de soirée, que j'ai passé la soirée avec la personne, généralement, ça marche. Ça peut marcher. Encore une fois, la communauté LGBT, ça m'a l'air plus simple. Ou alors on fait comme moi et on achète Tinder sans avoir fait exprès, on dépense 150 €. On appuie sur le bouton payer sans faire exprès. Les applis.
Et du coup, si jamais, si vous aviez un conseil comme ça à donner à une personne, allez, on va dire 14-15 ans, qui rentre tout juste dans cette découverte de la vie sexuelle et des premières fois, qu'est-ce que vous auriez aimé entendre, vous, à cet âge-là ? Tout à l'heure, tu parlais du safe world. Bah, moi, je parlais de la safe person. C'est de me trouver la personne, donc pas forcément mon copain, hein, mais la personne, que ce soit une amie, un adulte, un professeur. J'ai eu beaucoup de professeurs dans ma vie avec qui j'ai pu parler, et je pense que c'est de trouver cette personne-là et d'en parler ouvertement avec elle, et d'apprendre ce que c'est le consentement, le désir, et surtout d'avoir confiance en soi, et pas forcément suivre les réseaux sociaux, parce que tout est schématisé, c'est du cinéma. Notre vie est un cinéma, de toute façon, c'est nous qui faisons notre propre pièce de théâtre, notre propre film. Donc, c'est de se trouver le deuxième rôle, on va dire, et d'avoir cette safe person avec nous. Donc, ouais, moi, j'aurais aimé avoir cette personne-là. Je l'ai trouvée après, c'est ma mère. Et sauf qu'au début, je lui en parlais pas. Et maintenant, c'est vraiment ma petite maman. Je l'appelle maman, il m'est arrivé ça, maman aussi. Qu'est-ce qui a créé le déclic pour que tu en parles à ta maman alors que tu n'en parlais pas avant ? Eh bien, c'est ce que je raconte à tous mes amis. Un jour, ma mère, je suis allé vers elle. Et en fait, c'est un peu comment je l'ai annoncé. Et je lui ai fait comprendre, sans vraiment lui dire, que j'étais attirée par les garçons. Mon père était en train de jouer à la console. Elle a regardé mon père. Elle lui a fait « Est-ce que tu as fait un coming out hétéro à ta mère ?» Mon père, il la regarde. Bah non. Ma mère, elle me regarde, elle fait « Ton père, il n'a pas fait de coming out hétéro. Tu n'as pas à faire de coming out gay. » Et là, sur le coup, je me suis dit « Donc tu t'en fiches ?» Elle me fait « Mais oui, on ne dit pas à ses parents qu'on est hétéro. Donc on ne dit pas à ses parents qu'on est gay. » Elle fait « C'est de l'amour. » Et j'ai fait « Ok. » Elle fait « Bon, viens m'aider pour les crêpes. » Et après, mais j'ai dit « C'est bon, ma mère, elle est ok. » Ma mamie, pareil. Et en fait, tout s'est déclenché comme ça. Et je me suis dit « Ok, je peux en parler à ma mère. » Et maintenant, ma mère, j'en parle ouvertement. Et je parle même de sexe avec ma mère, où elle me donne pas forcément des conseils parce que du coup elle sort avec un homme, mais elle m'apprend à aimer, à dire oui, à dire non. Et ça, j'allais dire, ça c'est universel, peu importe l'orientation sexuelle. Peu importe. Donc ouais, c'est ça, c'est le jour où elle m'a dit ouais, ton père n'a pas annoncé à sa mère qu'il était hétéro. Et donc toi tu n'as pas à le faire. Et elle m'a fait tu m'enlèves ce mot comme out, gay, tout ça. Elle fait si on dit que t'es gay, tu dis non, j'aime les garçons. Parce qu'être gay c'est se catégoriser, alors qu'aimer les garçons c'est dire que tu aimes, c'est de l'amour avec un grand A. Et elle me fait ça je veux pas de ça ici. Je fais ok maman. Tu t'es senti en sécurité, du coup t'as pu dérouler les sujets quoi. Complètement. Trop bien. Damien, ton conseil ultime. Mon conseil ultime, c'est être prêt quoi. On en revient à être prêt, mais oui, la safe personne aussi importante. Trouver une personne avec qui on peut en parler. Souvent c'est des personnes qui sont plus vieilles ou alors avec un de nos pères, mais quelqu'un avec qui on peut en discuter pour mettre des mots peut-être sur des expériences qui sont déjà passées, et savoir que c'est ok de faire certaines choses et pas ok d'en faire certaines, comme avec le consentement, mais pour moi c'est être prêt, se sentir bien dans son corps, bien dans pas être stressé, donc bien dans sa tête aussi, et de trouver une personne avec qui on veut vraiment le faire. Ok, trop bien. Moi, ça serait surtout de prendre son temps. Ça veut dire que là, c'est vraiment de ne pas avoir honte d'être qui on est, que ce soit donc qu'on aime les garçons, qu'on aime les filles ou qu'on aime juste les garçons en tant que filles. Je pense que c'est important, surtout qu'on arrête d'écouter les autres, surtout à cet âge-là où vraiment on est vulnérable et influençable. Je dirais juste de s'écouter soi-même, d'écouter son fort intérieur, ses principes et ses valeurs, parce que si on a été éduqué d'une certaine manière, c'est pas pour rien. Et surtout, en fait, de définir soi-même ce qu'est l'amour qu'on recherche et aussi la relation qu'on veut dans un premier temps. Voilà. Ouais, j'entends aussi beaucoup, en fait, un truc d'authenticité avec soi-même, et je pense que ça, c'est probablement le plus dur, et je suis pas sûre que ça arrive tout de suite, mais le jour où on arrivera, même à 14 ans, à dire avec authenticité, moi, j'ai pas envie, ou alors moi, j'ai fait, mais c'était catastrophique, ou tu vois, et je pense qu'on fera un énorme pas en tant que société, parce qu'on gagnera vachement de temps, parce que comme vous dites, en fait, c'est en parlant, en communiquant, et vous le dites souvent, c'est souvent des gens plus âgés avec qui tu arrives à avoir cette écoute-là parce qu'ils sont passés à autre chose et il n'y a pas d'enjeu à faire le cador, tu vois. Mais c'est extrêmement difficile. Mais si vous y arrivez, que vous avez un ou une copine avec qui vous pouvez avoir cette sincérité, et ça existe évidemment. Moi, je pense que j'en ai eu dans ma vie, mais
voilà, qui ont changé potentiellement. Et je pense que ça aide à trouver son alignement au bon moment, au bon endroit. Louise, qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil ultime ? Être curieux, je pense. On a parlé beaucoup d'injonctions, on a parlé beaucoup de savoir ce qu'on aime. Et sur la sexualité, c'est dur parce que c'est tabou, donc on n'en parle pas. Je pense que se donner la possibilité de découvrir, de tester, de pas forcément en parler des étiquettes, tout ça, juste d'essayer d'aller voir, de se dire « Ah ok, ça c'est comme ça, bah, c'est pas un drame. Ok, ça je vais aller regarder et tout. » Je crois que c'est trop beau. Et je trouve que quand on voit des jeunes curieux, on voit que c'est des jeunes qui vont bien. Donc je proposerais ça. Ouais, carrément. Et puis on le redit parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de bon âge pour faire, mais c'est ok de ne pas faire aussi. Et ça, si on pouvait se le répéter et se le répéter encore une fois, parce qu'on n'a pas parlé de la sexualité, mais il y a évidemment des gens qui n'ont pas cet attrait pour la sexualité, et c'est complètement ok. Il y a des gens qui ont une première fois à 25 ans, et d'autres, tu disais 40 ans. Pourquoi pas, en fait à partir du moment où, en tout cas, on est bien et aligné avec soi et avec l'autre, bah, a priori, on a tout gagné. Et donc là, toutes les premières fois peuvent comme tu dis, à base de curiosité, toutes les premières fois peuvent se dérouler dans la sérénité, le plaisir, le désir, tout ce qu'on aime, quoi. Merci beaucoup, en tout cas. On a essayé de couvrir un peu... y a plein de choses qu'on aurait pu dire, et je pense qu'on y retournera, parce qu'on a parlé beaucoup des peurs qu'on peut avoir, et on n'a pas listé toutes les peurs, mais Dieu sait qu'elles peuvent être nombreuses quand on commence quelque chose. Je suis sûre qu'on pourra réaborder ça au gré des épisodes, mais j'espère qu'on aura quand même donné quelques tips à celles et ceux qui nous écoutent. J'ai juste une petite question rituelle de fin d'épisode. On est donc en train de construire, d'ailleurs on n'a pas encore communiqué dessus, mais ça ne saurait tarder, on a ouvert une playlist La Chose Étrange sur Deezer et sur Spotify, et on y ajoute petit à petit tous les titres des participants et participantes. Donc, quel serait votre titre pour parler désir, en tout cas qui vous a touché, qui parle de désir, d'amour, de sexualité? Le brief est large. Je vous laisse commencer. Une chanteuse que j'ai découvert l'année dernière, Aloïse Sauvage, qui est une personne donc, LGBT, et le titre c'est Joli Danger. Ouais. Elle parle elle parle pas de pénétration, elle parle vraiment de désir, de la partie, vous savez, sensuelle, où vous êtes dans votre bulle avec votre partenaire. Plus rien n'existe, il y a juste de la musique, vous l'entendez en fond, et tout se passe merveilleusement bien. Et c'est pas, on n'imagine pas quelque chose de magique, hein. C'est vraiment... je sais pas comment... En fait, cette musique, vraiment, elle me met des frissons quand je l'écoute, et je sais pas comment l'expliquer, mais elle est incroyable. Et on sent vraiment, même dans le clip est juste dingue, on sent vraiment qu'il y a une connexion, et à part de la connexion entre deux personnes, et du désir sexuel et sensuel qu'on peut avoir envers une personne. Donc voilà, Joli Danger de Aloïse Sauvage. Trop bien, ça parle des papillons. Exactement. Alors moi, je vais totalement dénoter. Ça va être une chanteuse trans qui s'appelle Kim Petras. J'entends déjà les rires parce qu'on sait de quoi je vais parler. La chanson s'appelle XXX, et en fait, c'est une chanson qu'on entend énormément en boîte, et c'est une chanson qui... J'ai l'impression qu'il rallie un peu tout le monde, parce que tout le monde la chante, tout le monde comprend à peu près les paroles et ce que ça veut dire. Et c'est vraiment du désir sexuel, mais presque à l'état sauvage, à l'état pur. Et c'est ça que je trouve beau, en fait, c'est accepter son envie sexuelle à fond. Trop bien, sans y rajouter de la culpabilité ou des émotions. Comme en boîte, on y va, on kiffe, et on verra ce qui se passe après. Ouais, l'élan sexuel. Moi, c'est plus un classique de la musique française. C'est en lien avec la définition que moi j'ai de l'amour et des relations. C'est Michel Berger, Quelques mots d'amour, parce que je trouve qu'elle est très touchante. Et comme j'aime beaucoup les anciennes musiques, c'est une musique vraiment, quand j'ai pu... ça a été un peu un refuge, en tout cas, dans mes définitions de l'amour et des relations. Et je trouve que c'est assez beau. Et puis cette musique, elle est très touchante dans son histoire. Trop bien. Louise, t'as un truc ou non, il y a un titre qui te vient comme ça? En fait, il y a un titre qui me vient et que j'aime, peut-être je le mets pas dans la playlist. Je n'arrive pas à penser à Ne me quitte pas de Brel, parce qu'en fait, justement, c'est une chanson un peu contre-exemple, dans le sens où ça parle de je me foutrai à plat ventre pour pas que tu partes et tout, mais des fois, il faut laisser les gens partir. C'est quelque chose qui est vraiment important aussi, d'accepter que... Ouais. Donc voilà, moi j'arrête de penser à ça depuis tout à l'heure, et j'ai pas de reco mieux, tu vois. Même si c'est une très belle chanson, bien écrite et tout, mais c'est vrai que
c'est important de savoir rompre aussi, quoi. Bah ouais, pour se Ouais. préserver et comprendre Mm. l'importance de... Puis parce que les relations, en fait, elles ont des cycles de vie et il faut l'accepter. Parfois, quand on est jeune, on a tendance à croire que, comme tu disais, on va se mettre ensemble et ça va durer toute la vie. Mais non, et c'est super beau comme ça, voilà. Merci beaucoup. On enregistre donc 2 nouveaux épisodes dans les semaines à venir. Donc si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à nous écrire en DM sur Insta ou sur podcastlachoseétrange@gmail.com. On vous mettra tout ça parce qu'on recherche toujours des participants ou des participantes. Donc peut-être que ça pourrait être une première fois d'enregistrement podcast. Paf, je boucle avec l'épisode. Et je vous remercie vraiment d'avoir été là ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et j'espère que les auditeuristes aussi. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Ciao. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? Ah, mais c'est Chose étrange. Évidemment, on va faire la main. Mais qui a dit Alors, ça? les cheveux, en Mais fait, c'est c'est quoi ça? scalaire. C'est quoi ce truc? Chose étrange.